J'ai pris des notes, je suis venu avec mes notes, j'ai bien préparé pour une des premières fois, parce que j'ai fait quelques interventions depuis la sortie du bouquin, et généralement j'aime bien partir un petit peu dans tous les sens. Là je me suis dit c'est une université populaire, je n'ai jamais fait, donc il y avait de l'enjeu, donc j'ai essayé de faire la chose sérieusement. Il est possible que je m'en détache à un moment ou à un autre. Ah, on m'entend beaucoup mieux là. Il est possible que je m'en détache à un moment ou à un autre. Si c'est le cas, ne m'en voulez pas. Donc je perdrai peut-être en clarté et en précision, mais je gagnerai en spontanéité. Donc, mais je vais quand même essayer de suivre la trame que j'ai pu élaborer avant de venir. Et d'ailleurs qui a changé sur le chemin, parce que bon, il y a des fois où je me suis toujours pas présenté. Il y a des fois où on est on va dire optimiste par rapport à l'avenir, et des fois où on l'a un peu moins. Aujourd'hui, c'est un jour où je le suis un peu moins parce que bon, il y a des petites anecdotes qui arrivent sur le chemin. J'ai croisé tout à l'heure Nicolas Sarkozy avant d'arriver à Lyon à la gare. Et bon, c'est pas tant sa présence, donc ça m'émeut très peu de rencontrer ce genre de personnes, mais c'est la réaction des personnes autour qui m'a vraiment désespéré. Donc, beaucoup de personnes qui sont agglutinées autour de lui à vouloir prendre une photo, et ça m'a vraiment mis le moral dans les chaussettes. Donc, et du coup, j'ai retravaillé la fin du texte pour le rendre un peu plus péchu et, comment tu disais, virulent. Donc, donc on va voir ce que ça va donner. Donc oui, présentation, qui suis-je Je m'appelle Emmanuel Daniel, je suis journaliste indépendant et depuis 2 ans journaliste itinérant également, c'est-à-dire que j'ai pas de pied à terre, je suis nomade quelque part, moi je suis nomade, et je vais d'initiative en initiative, de lieu collectif en lieu collectif, de communauté rurale en squat urbain, etc. J'ai commencé à m'intéresser à ces initiatives peu de temps avant l'écriture de ce bouquin, un an on va dire, un an avant. Et depuis, disons que je me concentre vraiment sur la mise en avant des initiatives locales, des gens qui décident de s'organiser pour reprendre en main leur existence, et avec différents modes d'organisation, différents modes d'action et des niveaux de radicalité différents. Et donc voilà, c'est ce que je fais, c'est ma source de revenus principale, on va dire, mais c'est pas ma seule activité, et c'est pour ça que j'aime bien le préciser. J'aime pas être réduit à ma fiche de poste et à mon métier. Donc au-delà de ça, et comme beaucoup de monde j'imagine, je fais pousser des légumes. Il m'arrive de construire également des tables en palette ou des cabanes, ou d'organiser une conférence ou plutôt un festival, de lire, de prendre du temps pour mes proches et passer du temps avec les gens, et ça compte pour moi au moins autant que ce qui me permet de gagner quelques euros. Donc voilà, c'est juste une petite précision, histoire de ne pas être réduit à l'étiquette journalistique. Précision également. Donc voilà, au vu de ce que j'ai dit, donc journaliste mais pas que, mais journaliste quand même, je tiens à préciser que le partage d'expérience que je vais faire ce soir ne sera pas objectif ni neutre, donc je ne crois absolument pas en l'objectivité ni en la neutralité. En tant qu'être humain, bien évidemment j'ai un point de vue sur les choses que j'observe, j'appartiens au monde que je suis en train de raconter, donc clairement je suis en empathie avec les personnes que j'ai décrites, et c'est avec une subjectivité que j'essaye de faire tendre vers l'honnêteté que je vais vous parler ce soir. En gros, ça va être ma vision, mon point de vue sur ces alternatives, et non pas une description scientifique de ce que sont ces projets. Ça me paraît important de le rappeler. Et pour finir l'introduction, ce dont je vais vous parler ce soir, ça va être, je vais pas faire un catalogue d'initiatives. Donc pour ça, il y a le site internet Tour de France des alternatives.fr, et il y a le bouquin qui est également disponible gratuitement sur internet et dans les librairies, parce que les libraires font partie des intermédiaires les moins dégueulasses, on va dire, qui existent encore aujourd'hui. Et donc je vais plutôt vous parler de ce qui m'a amené à faire ce Tour de France, de la manière dont ça m'a transformé, et puis de quelques réflexions, on va dire, que j'ai modestement tirées de cette expérience. Alors, je vais commencer par raconter ma vie. À la suite après mon bac, c'était en 2005, je crois, 2004-2005. J'étais un peu perdu, et donc je voulais rentrer déjà en école de journalisme, mais j'ai pas été accepté. J'étais un forum étudiant classique, en gros, chacun essaye de ramener des étudiants à son stand, et je me suis fait agripper par des gens d'une école de commerce. Donc je reviens de loin, j'ai passé 4 ans dans l'antichambre du Grand Capital, dans une école de commerce à La Rochelle, ce qui m'a quand même permis de passer 2 ans à l'étranger, donc s'il n'y avait pas que des mauvais côtés, et puis ça m'a permis d'avoir une meilleure connaissance également des rouages des vendeurs de vent, quelque part,
donc je suis passé par là pendant 4 ans, mais même pendant cette période, je restais rebelle, on va dire le gauchiste de service, celui qui était jamais content, qui critiquait tout le temps en permanence sur le système économique, le néocolonialisme, la démocratie de pacotille et blabli et blabla. Donc en gros, je passais mon temps à gueuler en famille, entre amis, à l'école, partout. Et en gros, les personnes me demandaient, après m'avoir écouté, ceux en tout cas qui daignaient encore m'accorder un petit peu de leur temps, me demandaient à la fin, mais ok, mais maintenant que t'as gueulé, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que, après avoir dépeint un tableau si dégueulasse, qu'est-ce que tu fais toi pour changer ça? Et là, généralement, je restais un peu con, parce que je savais pas quoi répondre. Je voyais les problèmes, mais je voyais absolument pas comment m'en sortir. Je croyais déjà pas que ça pouvait venir d'en haut. Et je voyais pas à l'époque comment ça pouvait venir d'en bas. Je voyais pas, de mon point de vue, de dynamique suffisante qui pouvait me laisser espérer une reprise en main massive des citoyens de leur existence. La phrase est peut-être pas dans le bon sens. Mais parce que effectivement à cette époque-là, ce que je dis régulièrement, c'est que j'étais un révolutionnaire de canapé, c'est-à-dire que je gueulais beaucoup, mais depuis mon canapé, derrière mon écran. Et la seule chose concrète que j'ai faite pendant ces 4 ou 5 années de contestation virtuelle, c'était de changer d'orientation, à savoir de passer de l'école de commerce à l'école de journalisme. Et donc en gros de retourner vers mes premiers amours que j'avais un petit peu oubliés pendant cette période. Mais pendant ce temps-là, je critiquais les supermarchés et je continuais à y faire mes courses. Je critiquais le salariat, forme d'esclavage moderne, mais je n'aspirais à rien d'autre qu'un poste à Libération ou au Monde. Et en gros, j'attendais le grand soir pour commencer à mettre mes actes en cohérence avec mes principes. Et comme beaucoup de personnes autour de moi, mais donc la seule différence que j'avais avec les autres, c'est que moi je gueulais. Et j'avais l'impression d'être plus radical ou plus révolutionnaire, parce que je gueulais, j'avais 3 bouquins qui parlaient de révolution dans ma bibliothèque, donc je me sentais un peu supérieur, alors que je faisais absolument rien de concret, quoi. J'étais vraiment un révolutionnaire de canapé et de pacotille. Donc voilà, donc ça c'est la situation, j'étais aigri, désespéré, je voyais pas le bout du tunnel, et puis les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu proposes? Et là je sais pas si c'était, j'arrive pas à me rappeler rétrospectivement, si c'était suite à une recherche, genre maintenant il faut que je trouve une solution, ou si c'est apparu au fur et à mesure, mais il se trouve que je suis tombé sur les premières alternatives, sur les premières initiatives locales. Ça a commencé par des AMAP, les paniers de légumes, producteurs, consommateurs, je pense que ça commence à être un petit peu connu, et je me suis fait, tiens pas mal, intéressant. Ensuite j'ai commencé à découvrir les SEL, les systèmes d'échange locaux où on échange gratuitement des biens, des services, des compétences. Et je me suis dit, intéressant, mais j'étais à la fois enthousiasmé parce que je voyais des gens qui faisaient quelque chose, mais de l'autre je me demandais comment ces petites initiatives peuvent faire le poids face à la méga machine capitaliste qui est en face de nous. Et donc j'étais enthousiasmé, mais sur la réserve quand même. Donc mais j'ai continué à creuser parce que j'y trouvais des choses intéressantes. Alors là, je suis tombé sous une avalanche d'alternatives, que ce soit donc des épiceries associatives, des gens qui se regroupent pour produire de l'énergie, des ateliers où on collectivise des machines pour se réapproprier des savoir-faire, des tiers-lieux qui vont être à mi-chemin entre la maison, le travail, où les gens vont pouvoir se rencontrer, faire des choses ensemble, que ce soit lié à leur activité professionnelle ou non. Qu'avons-nous encore? Des monnaies locales, des monnaies sociales, des écoles pratiquant des pédagogies dites alternatives. Donc voilà, j'ai des entreprises sans chef avec des salaires égaux. Je découvrais un nouveau monde qui existait, que beaucoup de gens connaissaient, mais que moi ça me semblait absolument nouveau. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'avais l'impression de déceler une espèce de raz-de-marée citoyen ou de vague. Et donc j'ai décidé de continuer à creuser dans cette direction. Où je me suis déjà perdu dans mes notes. Et il n'empêche que... ouais, c'est ça, j'ai retrouvé la piste. Donc j'avais l'impression de voir émerger une lame de fond et dont on n'entendait pas parler dans les médias. Ça me semblait important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il me semblait à l'époque et il me semble encore aujourd'hui qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on marche sur la tête, même si on va pas être d'accord sur les causes et sur les solutions à apporter, on va dire sur les remèdes ou sur les pistes. Et il y a une deuxième chose qu'on a en commun, en plus de notre colère, parce que je connais peu de gens qui est satisfait de la situation actuelle, mais il y en a peut-être, parce que là j'aimerais bien qu'ils se manifestent pour qu'on discute de la situation. Et la deuxième chose qu'on a en commun, je pense, c'est le sentiment d'impuissance. Parce que depuis, on va dire que le mécanisme qui est à notre portée pour tenter d'influer sur les choses, c'est de mettre un bulletin de vote dans l'urne.
Or, il me semble que les dernières décennies, voire les 2 derniers siècles de démocratie représentative, nous ont montré que le vote n'était pas un moyen, pour le moins, en tout cas pour le moins suffisant, pour tendre vers l'intérêt général. Je pourrais être plus dur dans ma critique, mais en tout cas, je me contenterai de ça je me contenterai de ça pour l'instant. Donc en gros, sentiment d'impuissance parce qu'on nous propose une voie et on voit bien que ça marche pas. Ça c'est pour le dire plus simplement. Et vu que ces initiatives m'ont semblé intéressantes, pourquoi? Parce qu'elles montrent d'autres manières d'agir et d'influer sur notre quotidien, donc j'ai voulu les mettre en avant pour redonner un peu d'espoir aux gens. Déjà, ça me semble important, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et espoir et envie d'agir. Et c'était la volonté que j'avais, parce que disons que je le voyais, je voyais ces initiatives, mais je voyais pas la vague que j'avais l'impression de voir émerger, je la voyais pas apparaître dans les médias. Donc plutôt que de râler, comme je faisais avant, et d'attendre que les médias changent, je me suis dit, tiens, je vais faire comme ces gens, je vais me prendre en main et je vais aller à la rencontre de ces gens qui, eux, font des choses et qui n'attendent pas le grand soir ou le retour de Charles de Gaulle pour que leur vie change. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est transformer en Tour de France des alternatives. Ça a commencé début juin 2013 jusqu'à décembre 2013, en gros 6 mois et demi, où j'ai été voir une 50aine de projets. C'était du journalisme fast-food. À savoir, j'avais 2 reportages par semaine, et à mon sens, c'est déjà beaucoup, parce que je travaille très lentement, même si pour d'autres journalistes, ça peut paraître un luxe d'écrire si peu d'articles par semaine. Pour moi, c'est déjà énorme, parce que je découvrais tellement de choses différentes, c'est une culture que je connaissais pas. Donc c'était très vite, très intense, et du coup, j'ai appris beaucoup en 6 mois, et j'en suis sorti épuisé, mais heureux. Et donc voilà, ça c'est comment le projet est né, la jeunesse du projet. Maintenant, je vais essayer de vous raconter pourquoi ces initiatives qui sont diverses. Ça va de l'association, de l'épicerie associative à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en passant par le parc éolien citoyen. Qu'est-ce que ces initiatives ont en commun et en quoi elles sont subversives, en quoi elles permettent d'influer de changer la vie quelque part. Alors. Premier point, il y en a 7 ou 8, c'est pour dire à quel point elles sont géniales, ces initiatives. Premier point, elles sont subversives, elles me paraissent importantes parce qu'elles permettent de redonner confiance en soi aux personnes qui y prennent part. C'est-à-dire, on a tendance à postuler notre incapacité, on se sent incapable de faire quoi que ce soit en tant que simple petite personne, gérer des questions comme l'énergie, l'eau, même l'alimentation, le logement. On délègue à d'autres personnes, des élus ou des capitalistes, le soin de gérer à notre place nos affaires, parce qu'on se sent incapable de le faire et de toute façon on n'a pas le temps. Donc, et en prenant part à ces initiatives locales, que ce soit une AMAP, que ce soit une épicerie associative, que ce soit un bar associatif, peu importe, des initiatives où les gens font ensemble des choses et expérimentent d'autres rapports sociaux, on se rend compte qu'on n'est pas si incapable que ça, qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de s'organiser à plusieurs, qu'on est capable de faire un compte rendu de réunion, qu'on est capable de reprendre en main une partie de son existence, son alimentation, ça commence souvent par là-bas. En gros, on se rend compte finalement, on n'est pas si incapable que ça, et ça c'est déjà un point important. Il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient du pouvoir en prenant part à ces initiatives. Pouvoir bien sûr individuellement on est capable de faire des choses, mais aussi collectivement. Parce que donc le premier point, c'est on retrouve confiance en soi, mais on retrouve aussi confiance en les autres. Parce que ces initiatives, sauf de rares exceptions, en tout cas celles que j'ai été observées, sont des initiatives collectives. C'est des personnes qui font des choses ensemble. Et on se rend compte que le voisin n'est pas forcément, son ennemi ou une personne hostile. Vous savez, c'est cette personne là qu'on connaît pas, avec qui on ne parle jamais. En fait, il y a peut-être des choses à faire avec elle. Et je me suis même, disons que je le résume souvent de cette façon que des personnes se rendent compte que leur voisin est un allié potentiel dans la reprise en main de leur existence. Ah tiens, c'était juste une personne qui habitait dans la case d'à côté. Mais en fait non, c'est une personne avec qui on va pouvoir s'allier pour être plus fort et ne plus subir, en tout cas moins subir. Et concrètement, ça permet de recréer du collectif. Là où il y avait que des individus isolés, il y a maintenant des groupes, ça permet de reconstituer des communautés locales. Parce que voilà, une chose importante que je n'ai pas dite, c'est que les initiatives que j'ai été voir, et c'est le cas pour la plupart d'entre elles, même celles que j'ai pas été voir, sont ancrées sur un territoire. Il y a cette notion, donc voilà, on fait pas du hors-sol, on fait en sorte
de s'appuyer sur une zone géographique avec un bassin de population pour à la fois donc connaître les personnes avec qui on interagit et pour influer concrètement sur notre lieu d'habitation, le lieu où on habite. Donc là, on recrée du collectif, des communautés solides, parce que c'est bien évidemment plus facile de faire des choses avec des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, avec qui on parle et on échange. Donc c'est un point absolument essentiel, ça, le côté recréation de collectif, à une époque où on est vraiment comme des monades isolées en train de se balader à droite à gauche et qui se rencontrent, qui se croisent sans jamais réellement échanger. Bon, là, du coup, ça recrée le fameux lien social dont on parle tant, mais qu'on ne voit pas si souvent. Donc ça, c'est le troisième point, donc on recrée du collectif. Le quatrième, et il est assez intéressant, c'est la prise de conscience des conséquences de nos actes. Concrètement, on va reprendre l'exemple de l'AMAP, qui est assez classique. Quand je participe à une AMAP, je prends conscience des circuits de distribution mondialisés, ou plus particulièrement, en rencontrant le producteur, des marges que vont prendre les supermarchés ou les centrales d'achat ou les coopératives agricoles sur leurs produits. En gros, je vais prendre conscience de ces conditions de travail. Je vais, pourquoi pas, obtenir des informations, parce que c'est aussi des lieux où on discute et on échange, des informations sur les pesticides, sur l'agroalimentaire. En tout cas, je vais pouvoir me conscientiser sur un problème. Même chose quand je vais prendre part à un parc éolien citoyen, des gens qui se rassemblent pour monter des éoliennes, pour financer des éoliennes qui produiront de l'électricité. Ça les pousse si on fait des éoliennes, c'est bien qu'il y a un problème avec ce qu'on a actuellement, le nucléaire. Donc du coup, généralement, en plus de l'acte de faire les éoliennes, il y a aussi le travail d'éducation populaire derrière sur quel est le problème, où c'est que c'est en train de nous mener. Donc il y a généralement une conscientisation qui se fait en prenant part à ces initiatives. Les personnes se découvrent les enjeux, et j'ai tendance à croire, c'est un pari que je fais, que quand on a en face de nous les conséquences de nos actes, en tout cas quand on est conscient, quand je dis en face de nous, c'est le producteur de la map, là c'est lui qui nous dit, bon, avec vous c'est comme ça, avec les autres c'est différent. Là c'est vraiment, on a la personne devant nous. Et j'ai tendance à croire que réellement conscient de ces problèmes, on aura plus de mal à les éviter, à faire comme si de rien n'était. Alors, si c'est le cas, je veux dire, si je me trompe, c'est assez désespérant, mais j'ose espérer que il m'est apparu lors de différents reportages que les personnes prenaient conscience justement en y participant, et du coup commençaient à changer leur comportement. Ces initiatives recréent également des temps et des lieux du politique. À savoir, aujourd'hui, au bistrot, je veux dire, à part le bistrot, à part quelques bistrots, parce que c'est plus vraiment le lieu, il y a peu d'endroits où on peut échanger, se rencontrer, confronter des points de vue, proposer un projet, soumettre une idée, en tout cas donc faire de la politique ensemble, discuter et décider de ce qui nous concerne. Ces initiatives, quelles qu'elles soient, proposent des espaces où des personnes, généralement, il y a un minimum d'homogénéité, on va dire politique. C'est souvent des personnes qui sont, on va dire, plutôt à gauche, encore que ça se vérifie pas tout le temps, mais globalement c'est ça. Mais en tout cas, c'est des personnes qui arrivent de différentes sphères, qui vont pouvoir interagir, des personnes avec qui on n'aurait pas forcément interagi avant, ou peut-être encore une des rares exceptions, les clubs de sport ou ce genre de choses. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que j'ai beaucoup entendu, et ça me faisait rager, un peu partout où j'allais, savoir en famille, en soirée, au travail, il faut pas parler de politique. On parle pas de politique en famille, on parle pas de politique au travail, parce que voilà, ça risque de gêner, de créer du conflit, des clivages, nanana. Au moins, c'est ce qui nous rend des êtres totalement apolitiques, genre où on n'aura aucune occasion de pouvoir réfléchir à ce qui nous concerne. Là, on peut le faire, ça recrée ces espaces de confrontation. Et il me semble que le conflit est simple, le fait de pouvoir exprimer ses désaccords pour mieux comprendre d'ailleurs pourquoi l'autre n'est pas d'accord avec nous. Donc ça, c'était le 5e ou le 6e point. Le suivant, qui est un peu moins joyeux, c'est que le suivant, c'est que ces initiatives nous préparent pour les chocs auxquels nous serons sûrement amenés à faire face. Je vous apprends rien en vous disant que, même si j'essaye d'être optimiste et de dire que qu'il y a des choses intéressantes qui se passent par en bas, qu'il y a quand même un horizon qui est, on va dire, assez chargé de nuages qui s'annonce face à nous. Quand je parle de choc, je parle bien évidemment de choc climatique, une dégradation plus ou moins brutale de nos conditions de vie
de nos conditions de vie. Ça peut être un choc politique. Il y a des signaux plus faibles et parfois très forts qui montrent une dérive autoritaire du pouvoir actuellement et qui sont totalement effrayants. Ça peut être un choc économique. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une augmentation de bulles spéculatives qui sont similaires à celles auxquelles on a pu assister avant la crise de 2007. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire croire que nos conditions de vie vont être amenées à évoluer, à être bouleversées dans les décennies à venir. Et peut-être même avant cela. Et ce qui est intéressant, c'est quand je dis qu'elle prépare à ces chocs, pourquoi ? D'abord parce qu'on se réapproprie des savoir-faire. Quand on met la main ou les pieds dans un jardin partagé, on réapprend à faire pousser ses légumes, sa nourriture. Quand on participe à des chantiers collectifs de construction de maisons en terre, il paraît que c'était les thèmes des précédentes interventions ici, et ben on réapprend à construire son habitat. C'est-à-dire qu'on est plus autonome et moins dépendant de personnes extérieures pour accéder à nos besoins de base. Donc l'avantage immédiat, c'est que ça permet, dans le meilleur des cas, de se libérer du temps, à savoir, c'est des choses que je vais pas avoir besoin d'acheter, donc c'est de l'argent en moins que je vais avoir besoin de dépenser, donc du temps en moins que j'aurai à vendre sur le marché du travail. Donc c'est une conséquence que j'ai observée assez régulièrement, des personnes qui, parce qu'elles étaient devenues plus autonomes et avaient récupéré des savoir-faire, essayaient de le traduire en réduction de leur temps de travail salarié. Et le deuxième aspect, c'est la réappropriation des savoir-faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le fait de pouvoir discuter ensemble, de s'organiser sans chef, de confronter des points de vue, de construire une décision collective, de gérer les conflits. C'est tout un tas de choses qu'on déléguait jusque-là à des tiers, des flics, des juges, des médiateurs. On peut discuter de leur utilité dans une société idéale plus tard. En tout cas, de fait, là, c'est des personnes qui se réapproprient les relations humaines et qui apprennent à faire ensemble. Et chose importante, dans le sens où ces chocs pourraient, on va dire, nous mener vers le pire, à savoir, ah tiens, c'est le choc, la catastrophe, on sait plus comment manger, pas comment s'organiser, on va se tourner vers la personne charismatique et autoritaire qui va nous mener droit vers l'abîme. Là, potentiellement, on va avoir un réflexe différent. Ah bah non, du coup, l'État s'est effondré et l'économie flanche. Bon, organisons-nous localement. C'est ce qui s'est passé notamment en Argentine, quand ils ont mis en place tout un réseau de troc avec des différentes monnaies sociales au moment de l'effondrement en 2001. Dernier point de cette liste, il y aura d'autres choses après. Dernier point de cette liste, pour résumer sur la réappropriation des savoir-faire, des savoir-vivre, je dirais que ces initiatives nous permettent de gagner en autonomie individuelle et collective, matérielle et intellectuelle. Voilà, c'est juste pour répéter de manière différente. Et donc voilà, le dernier point, et c'est sûrement le plus important, mais en tout cas c'est celui qui me paraît le plus important. Ils le sont tous, mais celui-là, il vient encore par-dessus. C'est que ces initiatives permettent de libérer notre imaginaire. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend à obéir aux parents, aux professeurs, aux patrons, aux flics, aux juges, aux politiciens. Donc voilà, on nous apprend à obéir, à se conformer, à s'intégrer dans le système, mais rarement à le remettre en question, à le questionner, et encore moins à tenter de le changer, de le transformer, ou de le faire, ou de le faire sauter. Ça c'est jamais on m'a proposé ça à l'école ou dans les quelques entreprises que j'ai pu fréquenter. Donc on va dire une vision de la liberté qui est extrêmement réduite. Disons que ce qu'on nous présente comme étant la liberté, ça va être voter pour un professionnel de la communication plutôt que pour un autre, ou consommer un produit plutôt qu'un autre. Et ça va se limiter à peu près à ça, quoi. Avec le droit de descendre dans la rue de temps en temps pour dire aux professionnels de la communication qu'on n'est pas si content de ça, de ce qu'il vient de faire. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut renier tout ça, mais de fait, la vision qu'on nous présente de la liberté me semble extrêmement réduite. Et ces initiatives permettent de se rendre compte que non, la liberté, ce n'est pas uniquement ça. C'est pas mettre un bulletin dans l'urne et faire voter avec son porte-monnaie, comme on dit souvent. Non, il y a aussi d'autres choses, c'est s'organiser localement ou à d'autres échelles pour répondre collectivement à nos besoins. Et c'est des choses qui paraissent aberrantes pour des personnes qui ne l'ont jamais pratiqué. Et le simple fait de le pratiquer permet à des personnes, j'ai entendu des discours anarchisants chez des personnes qui étaient pourtant totalement apolitiques après avoir participé à des initiatives locales. Elles croyaient à l'organisation horizontale parce qu'elles l'avaient pratiquée. On leur en aurait parlé 6 mois avant, elles nous auraient pris pour des fous, quoi. Et donc du coup là, on imagine d'autres modes d'organisation, d'autres façons de faire et d'autres manières d'influer sur son destin. Voilà, et là j'avais noté,
pour l'instant, j'arrive à peu près à me tenir à mes notes, même si je divague un petit peu. Ces initiatives permettent de se rendre compte que nous ne sommes pas condamnés à être des esclaves consentants des puissants, qu'il y a des alternatives et que leur mise en place ne dépend que de notre détermination. Donc il y a des brèches dans la chape de plomb, ça crée des brèches, pardon, dans la chape de plomb de la fatalité. Donc voilà, ça c'était la partie positive, on va dire. En tout cas, ce pourquoi ces initiatives me paraissent intéressantes, subversives et on va dire nous font aller dans le bon sens. J'aurais dû préparer une formule un peu plus chiadée. Donc voilà, pour les différentes raisons que j'ai évoquées jusque-là, ces initiatives me paraissent nécessaires. Nécessaires parce qu'on était vraiment dans un abîme et voilà, on voyait que du noir autour de nous, on savait pas comment en sortir, on se sentait impuissant et on n'avait pas le mode d'emploi pour pouvoir s'organiser par nous-mêmes parce qu'on était habitué à déléguer à d'autres. Donc voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, elles sont absolument nécessaires ces initiatives. Pour autant, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi ? Voilà, je vais faire le rabat-joie. Pour l'instant, j'ai fait l'avocat. Là, je vais faire le procureur des alternatives. Pourquoi ? Parce que le cadre dans lequel elles évoluent ne leur est pas favorable. Le cadre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'économie de marché capitaliste et c'est la 5ème République. Après, on peut rajouter d'autres choses par-dessus, mais c'est ce qui me semble être la base du cadre dans lequel on évolue. En ce qui concerne l'économie, pourquoi le cadre ne leur est pas favorable ? Je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer à quel point les initiatives galèrent dans le cadre existant. Il n'y a pas si longtemps, là j'étais à Marseille et j'ai des amis qui travaillent dans une association d'éducation populaire que je ne citerai pas et qui me disaient, donc 2 témoignages différents de mes amis et plus un autre témoignage d'une personne que je connaissais ni d'elle ni d'Adam, qui me parlait de reproduction au sein de cette association d'éducation populaire, de pratiques de management dégueulasses qu'on retrouve dans les entreprises capitalistes classiques. Pourquoi ? Parce que la pression du marché, le fait de devoir payer donc ses charges, ses dettes, ses machins, ses trucs, en gros le fait de pouvoir être rentable, les pousse à reproduire un mode d'organisation dit rationnel qui les pousse à pressuriser ou à pressurer, quel est le terme exact, leurs employés, leur masse salariale. Autre exemple, l'association, nombre d'associations, là je n'ai pas besoin de prendre un exemple particulier, j'imagine que chacun de vous a un exemple à mettre sur cette idée. J'ai été frappé par le nombre d'associations qui emploient une personne pour remplir des dossiers de subvention pour pouvoir se payer. Je veux dire, on marche totalement sur la tête, il y a une personne qui va passer quasiment 100% de son temps à remplir des dossiers pour avoir un peu d'argent pour que l'association continue d'exister. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, elle ne passe pas du temps à développer les activités qui sont censées être l'objet de l'association. Et ça c'est un exemple, quand on évolue un peu dans le milieu associatif, c'est absolument... c'est tristement répandu. Dans un autre domaine, dans le bouquin, je parle d'un collège expérimental du côté, d'un collège Montessori du côté de Rennes, à l'ouest de Rennes, collège Montessori qui a existé pendant 2 ans et qui a fermé à la rentrée dernière, faute de moyens. Donc c'est encore un frein, la limite, un frein au développement, à la croissance de ces alternatives, c'est la possibilité de trouver des fonds pour pouvoir ne serait-ce que survivre. Eux n'ont pas réussi, donc ils ont mis la clé sous la porte. Et une autre limite qui montre un peu les pressions du marché sur les alternatives, c'est une boulangerie anarchiste du côté de Montreuil, en région parisienne. Donc c'est des gens qui se sont regroupés avec l'idée de mettre en pratique les principes autogestionnaires, donc ils voulaient s'organiser sans chef avec des salaires égaux, et pour eux le pain était juste un moyen de l'organiser. Donc c'était une expérimentation avec beaucoup, on va dire, de velléité sociale, une volonté de mettre en pratique beaucoup de choses en dehors de la boulangerie ou en plus de la boulangerie. Sauf que les conditions, la nécessité de faire du pain à 7h tous les matins, de vendre tant de pain pour pouvoir atteindre leur seuil de rentabilité, les pousse à me dire, je suis repassé 1 an après ma première visite, à me dire on est triste parce qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas le temps pour développer ce pourquoi on a créé cette boulangerie. On se retrouve à faire du pain, à être simplement des boulangers. Ils font quand même quelque chose, ils font de la distribution de pain gratuit, ils soutiennent pas mal de collectifs et de luttes, mais ils sont frustrés parce que voilà, ils sont pris à la gorge par les nécessités économiques. Donc ça, c'est les limites économiques, quelques limites économiques que rencontrent les alternatives. Ce qui fait qu'elles ont 3 options pour exister dans le cadre économique actuel. La première, c'est le bénévolat. Savoir, je travaille à droite ou à gauche et après mes heures de boulot, je vais consacrer un petit peu de mon temps à une initiative. La deuxième, c'est les aides sociales.
J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont au chômage ou bénéficiaires du RSA, qui investissent leur temps libre ou leur temps libéré au sein d'initiatives éthiques, dirons-nous. Et la troisième, c'est de faire de l'alternative son métier. Et dans ce cas-là, donc on revient au point que j'ai évoqué, à savoir donc on est pressurisé par le marché. Donc ça, c'est les trois options pour, on va dire, pratiquer les alternatives. Et les trois ont, les trois ont des limites. Sur les limites politiques, il faut bien voir que les initiatives sont dépendantes du bon vouloir des pouvoirs publics qui peuvent décider du jour au lendemain, ou pas forcément du jour au lendemain d'ailleurs, de les affaiblir ou même de les tuer en faisant le jeu, en jouant le jeu des subventions. Vous connaissez peut-être au niveau local, dans pas mal de municipalités, la mairie qui va faire jouer les concurrences entre telle ou telle association, subventionner son ami plutôt que l'autre personne, éviter de donner de l'argent à une initiative trop subversive ou qui remettra en cause son autorité. Donc le jeu des subventions, de la réglementation ou de la répression. Donc, en ce qui concerne les subventions, donc là, pas besoin de donner d'exemple particulier, il me semble, en tout cas, pour la réglementation, il y en a énormément. Quand on veut lancer une initiative dans le domaine du logement, par exemple, quand on veut s'initier à l'habitat mobile, on est complètement livré à l'arbitraire des élus locaux qui vont pouvoir mettre une pastille verte ou pas sur votre terrain pour dire si oui, vous avez le droit d'habiter en yourte sur votre terrain ou pas. C'est-à-dire qu'on a un terrain, on ne sait même pas si on peut habiter dessus ou pas. Même chose quand on veut se lancer dans la médecine alternative. Il y a beaucoup de limitations sur la création d'huiles essentielles. Donc il y a la loi est un frein dans beaucoup de cas. Même chose dans l'énergie. J'ai pas retrouvé avant de venir là, l'exemple de ce petit papy... je crois que c'était dans le sud de la France, mais peu importe, qui avait installé une hydrolienne dans la rivière qui passait au fond de son jardin et qui s'était fait amender, qui a pris une amende parce qu'il n'était pas raccordé au réseau et il produisait de l'électricité illégale. C'est démentiel. Et enfin, donc il y avait donc le jeu des subventions, le jeu des réglementations et le jeu de la répression. Donc j'en ai pas parlé jusque-là, mais les endroits où j'ai vu briller l'étoile de l'alternative plus fort qu'autre part, c'est sur les ZAD, les zones à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes, l'endroit où donc des personnes occupent le terrain contre la construction d'un aéroport. Au Testet, à Sivins, où une personne s'est fait tuer pour s'être opposée à la construction d'un barrage. On voit bien jusqu'où l'État est prêt à aller pour empêcher les personnes qui voudraient les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc à savoir jusqu'au meurtre. Et quand ça va pas jusque là, parce que généralement ils essayent de se contrôler pour pas avoir trop de problèmes et de pas avoir on va dire une flambée de colère qui se déclenche, ils mutilent. Et les mutilations policières, elles sont absolument fréquentes dans les milieux militants, dans les quartiers, un peu partout. On en parle très peu, mais c'est quelque chose qui c'est devenu banal en France. C'est une fréquence qui est absolument effrayante, d'une banalité effrayante. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de freins au développement de ces alternatives et qu'il y a à la fois le frein donc, économique et le frein politique. Les freins économiques et les freins politiques. Pourquoi je vous dis tout ça parce que beaucoup... disons que ça, c'est des réflexions que j'ai nourries principalement après le Tour de France. Première période, c'était l'enthousiasme incroyable et démesuré face à ces initiatives qui m'ont redonné beaucoup d'espoir. Et ensuite, je me suis dit, j'ai remarqué, on m'a fait remarquer qu'il y avait aussi des limites. Et ce qui me semble aujourd'hui problématique, c'est que beaucoup de personnes investies dans les initiatives locales considèrent leur projet comme une fin en soi. À savoir, je crée une AMAP pour consommer collectivement et localement des légumes. Et si je considère que c'est une fin en soi, l'AMAP ne débouchera sur rien d'autre que sur le fait de consommer localement et collectivement des légumes. C'est-à-dire que ça ne débouchera pas sur une transformation plus profonde de la société. En tout cas, pas directement. Alors que si on considère l'AMAP comme un moyen de regrouper des personnes, de les faire se rencontrer, s'organiser, développer leur pouvoir d'agir, on peut imaginer quelque chose de plus grand se déroulera derrière. Oui, voilà. Donc, la question des moyens et des fins, elle est intéressante parce que, en tout cas, ce qui m'a paru intéressant avec ces initiatives, c'est pas tant ce qu'elles sont, une AMAP qui s'organise collectivement, ou un atelier d'autoréparation de vélo, ou des personnes qui créent leur réseau alternatif d'internet.
c'est pas tant ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles rendent possible en termes de libération de l'imaginaire, de recréation de collectifs, de réappropriation des savoir-faire. Donc ça c'est vraiment pour moi l'essentiel de ce que sont ces alternatives. C'est pas genre une AMAP n'est pas révolutionnaire en soi. Par contre, une AMAP permet à des personnes, pourquoi pas, c'est parce que comme disait un économiste, c'est des pédagogies en acte pour quelque chose de plus grand et de plus radical. Pourquoi pas. Donc, et en tout cas, c'est ce que moi j'espère, c'est que c'est le pari que je fais, c'est que les personnes prennent conscience de la nécessité de passer à l'échelon supérieur et à s'autoriser à rêver un monde diamétralement différent de celui d'aujourd'hui. Parce que je veux dire, on parle d'utopie concrète, mais allons jusqu'au bout. N'hésitons pas à rêver fort et ne faisons pas des demi-rêves. Rêvons d'un monde réellement différent et qui correspond réellement à nos attentes. Et parce que j'ai été parfois déçu pendant ou après coup en voyant que certaines alternatives n'aspiraient pas à autre chose qu'à un capitalisme plus local et plus moral, une sorte d'alter-capitalisme, ou à une oligarchie plus participative, on va dire. Et c'est mieux, en soi, c'est pas mauvais, c'est juste que quand on n'aspire pas à autre chose, à un dépassement du capitalisme ou de l'oligarchie, ben on n'y arrive pas à ce dépassement. Donc d'où l'importance, il me semble, de viser radical, et même si on n'atteint pas ces objectifs tout de suite, et si on n'atteint pas jusqu'au bout, ben au moins on ira plus loin que la simple petite touche verte ou sociale ou que sais-je encore sur des vies quelque peu moroses. Parce que c'est une critique qui est souvent faite à ces initiatives, c'est une critique qui est souvent faite à ces initiatives, c'est le fait que les personnes qui y prennent part, un risque, s'enferment dans une petite, ou plutôt recréent une petite bulle de bonheur dans un monde en train de s'écrouler. On va manger des légumes bio, on va habiter un logement participatif qu'on aura fait construire entre amis, on va rouler en vélo qu'on aura autoconstruit, mais autour de nous, dehors, le capitalisme sera toujours là, rayonnant, et et même nous continuerons à nous faire exploiter par un patron et à subir l'arbitraire des puissants, on va dire. Donc en gros, on a amélioré sa vie, mais ça peut servir de sas de décompression ou de pansement sur le capitalisme, et genre se dire ouf, c'est bon, ça va mieux, donc je vais pas chercher à le changer plus radicalement. Dans ces initiatives, les personnes qui y prennent part se mettent généralement d'accord sur un certain nombre de valeurs. Essayer de discuter sur qu'est-ce qui nous tient à cœur collectivement. Et il y a un consensus minimum qui se développe dans quasiment toutes les initiatives que j'ai pu observer, c'est les idées de coopération, de fonctionnement démocratique, d'entraide et de partage, et on va dire une sensibilité écologique. C'est les 4 points que j'ai retrouvés à peu près partout, avec plus ou moins d'intensité et de radicalité. Et ce qui me semblera intéressant, c'est de dépasser ce consensus minimum pour arriver à un mode de fonctionnement qui soit radicalement différent de notre mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Alors j'ai pas envie de décrire une société idéale, parce que ce qui est intéressant avec ces initiatives, c'est qu'elles tentent de construire l'utopie en marchant. C'est-à-dire on va pas tendre vers un nouveau isme ou vers un isme ancien, socialisme, communisme, anarcho-capitalisme ou que sais-je. On va construire en marchant la société dont on rêve. L'idée est intéressante de pas avoir de dogme et de cadre idéologique cadenassé qu'on aura dès le départ, et de le faire évoluer en fonction de nos rencontres et de nos expériences. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas ce qu'on ne veut pas, si on n'est pas clair sur ce qu'on veut éviter et un minimum sur là où on veut aller, on risque de se perdre en chemin. Et le problème, le problème que j'essaye de souligner, c'est l'absence souvent de projets de transformation radicale de la société au sein de ces initiatives. Et c'est là le paradoxe, on va dire fondamental, constitutif des initiatives locales. À savoir, c'est ce qui leur permet de grossir. Le fait de ne pas avoir d'étiquette politique clivante, anarchiste, socialiste, communiste, c'est ce qui leur permet de regrouper, de brasser large quelque part, de ramener en leur sein des personnes qui ne croyaient absolument plus à la politique, au changement, et qui pensaient encore moins en être des acteurs. Donc ça, c'est grâce à ça quelque part qu'elles arrivent à ramener dans le marché de l'activisme des personnes qui en étaient totalement éloignées. Mais c'est également cette absence de projet de transformation radicale de la société qui risque de les tuer, dans le sens où le capitalisme peut très bien s'accommoder de quelques AMAP, quelques entreprises autogérées ou même quelques ZAD. C'est-à-dire que c'est un risque de banalisation. On va se contenter de créer des petites alternatives à droite et à gauche, très bien, mais la machine s'en empare. Et elle s'en empare tellement bien qu'il y a le risque de récupération, qui n'est même plus un risque, qui est une réalité aujourd'hui,
quand on dépasse pas le consensus minimum, bon, on peut très bien se retrouver, je veux dire, quand on change pas de paradigme et qu'on reste dans la posture de consommateur qui travaille 35 heures et qui n'a pas le temps de faire autre chose que d'aller faire ses courses en supermarché, bon, on peut très bien aller acheter du bio à Carrefour. Il y a même maintenant des supermarchés qui proposent des paniers locaux. Et donc en gros, la récupération des valeurs qui sous-tendent les alternatives est déjà en cours. Et c'est un bon moyen d'étouffer, on va dire, leur caractère subversif, leur essence subversive. Elle est récupérée, détournée et vidée et rendue marchandisée, en fait, tout simplement, quoi. L'utopie est devenue une marchandise comme une autre. Donc ça, c'est un risque latent, mais comme je le disais, c'est même plus un risque, c'est malheureusement une réalité. Et bien évidemment, le troisième, c'est la répression. On voit bien que les personnes qui ont tout avantage à ce que le statu quo actuel se maintienne ne sont pas prêts à se laisser faire sans livrer bataille. Et on peut citer, c'était George Soros ou Warren Buffett, je ne sais jamais, qui disait dans les années 2000 qu'il y a effectivement une guerre des classes qui est en train d'être menée et que cette guerre, c'est nous, la classe des riches, qui sommes en train de la gagner. Et le problème que peuvent avoir, que risquent de rencontrer les utopistes, c'est de refuser de mener cette guerre contre des personnes qui, eux, si eux refusent de la mener, ils la subiront dans tous les cas. Et l'idée que j'essaie d'amener, c'est qu'il est important de considérer qu'il y a des personnes qui vont tout faire pour nous maintenir dans notre état de semi-servitude, pour le moins, et en être conscient et agir en conséquence me paraît absolument nécessaire pour sortir de l'impasse du présent dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que la nécessité de la lutte et de la résistance, elle est urgente. Pardon ? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs terrains de lutte. Le plus évident, on va dire, c'est celui qui s'est développé le plus ces dernières années, c'était par rapport à la destruction à plus ou moins grande échelle de nos écosystèmes, donc avec la bétonisation à outrance, les grands projets inutiles à imposer, comme c'est le terme qui a été appelé, donc la résistance face à ces projets qui par leur multiplication et par leur présence, risquent de rendre absolument impossible tout rêve utopique. C'est-à-dire que si tous les terrains sont occupés par des agriculteurs intensifs qui font de l'épandage aérien sur des centaines d'hectares, si tous les terrains sont occupés par des centres commerciaux énormes, comme ils veulent en construire un à Europa City, par des supermarchés comme ils sont en train de se multiplier dans tous les villages, s'il n'y a plus de terre pour pouvoir construire nos utopies, où c'est qu'on va pouvoir les faire? Donc c'est important de se rendre compte qu'il y a des limites physiques à l'utopie, et que ces limites-là, il faut se battre pour pouvoir ces terrains-là, ces terrains de jeu, il faut se battre pour pouvoir les conserver et même en gagner de nouveaux. L'autre terrain, c'est celui de la marchandisation, où on est en train de marchandiser des services qui, il n'y a pas si longtemps, dans les pays développés, il y a un peu plus longtemps que d'autres pays, relevaient du simple coup de main ou de la solidarité organique ou on va dire de la solidarité communautaire. Bon, l'exemple typique, c'est celui des anciens, des aînés. Là, ça fait des décennies qu'on a marchandisé le soin à nos proches, à nos parents, à nos grands-parents. Mais maintenant, on est en train de marchandiser la marchandisation les services à la personne. C'est toute la thématique des services à la personne, ou le petit coup de main qu'on allait filer au voisin, un truc. Vu que le lien social est totalement délité, on va faire appel à un tiers plutôt que de faire appel à un pote, parce que c'est plus simple, on n'a pas de compte à lui rendre, et puis parce que c'est l'intérêt de la marchandisation, c'est qu'une fois qu'on a payé, le compte est réglé, il n'y a plus de relation, la relation est brisée quelque part. En tout cas, il n'y a pas de nécessité de poursuivre la relation. Et le troisième terrain, il y en a sûrement d'autres, c'est ceux que j'ai notés tout à l'heure. Le troisième terrain, c'est les lois scélérates qui sont votées assez régulièrement. Donc je pense au TAFTA, la loi Macron, et plus récemment, la loi sur le renseignement, qui est une immondice sans nom et qui n'a pas suscité plus d'indignation que ça. Donc je veux dire, si on ne bouge pas, on pourra pas se plaindre de voir notre impuissance grandir encore. Donc voilà, il y a des luttes pour empêcher les grands projets inutiles, la destruction ou l'évacuation d'espaces de liberté, Notre-Dame-des-Landes, les squats qui ont subi, notamment après les dernières municipales, suite au changement de municipalité, qui est une grosse vague d'expulsion de squats politiques qui offraient des espaces de liberté incroyables dans pas mal de villes françaises. Donc il y a ces différents terrains de lutte, et
Généralement, quand je parle de ça, là je l'ai fait de manière un peu brouillonne, malgré le texte. Quand je parle de ça, certaines personnes prennent peur. Le mot lutte et résistance, dans une société absolument pacifiée, dans le mauvais sens du terme, où le conflit est quelque chose d'absolument à éviter, fait peur. On se dit, ah non, lutte, c'est pas pour moi, quoi. Ça veut pas dire que tout le monde doit aller dresser une barricade à Notre-Dame-des-Landes. Il y a différentes voies d'accès vers l'utopie, mais je voudrais mettre en avant le caractère joyeux et plaisant, excessivement. Très plaisant de la lutte. En ce qui me concerne, je me suis rarement senti aussi vivant et épanoui que lorsque nous avons occupé, il y a, suite à la mort de Rémi Fraisse, une place dans le centre-ville de Rouen pendant 3 jours. On y a dressé des cathédrales de palettes, on y a construit un magasin de vêtements, on y a servi des soupes populaires pour des centaines de personnes, une centaine de personnes à la fois. Et donc, en tout cas, il y a une puissance collective qui s'est développée, une entraide, une camaraderie qui s'est nouée pendant ces quelques jours, et jusqu'à l'expulsion 3 jours plus tard, donc face à des lignes de CRS. Et on va dire, ces liens qui se créent, on va dire, face à l'adversité, sont extrêmement puissants et m'ont fait ressentir des émotions que je peine à retranscrire. C'est une espèce de jouissance, de jouissance spirituelle et que je vous invite à découvrir. Et, il y a d'autres luttes qui ont amené à des choses positives. Je pense à l'exemple de Saillant. Saillant, c'est un petit village dans la Drôme qui, il y a 4 ou 5 ans, j'ai plus les chiffres en tête. Pardon ? Ouais. Ouais, c'est ça, dans la Drôme. Et ils se sont réunis au départ contre l'installation d'un supermarché sur leur territoire qui serait venu, on va dire, disloquer totalement le tissu social et économique, comme le font souvent les supermarchés, pour une promesse d'emploi qui en plus ne se vérifie jamais ou presque. Et donc voilà, ils se sont rencontrés. Excellent, j'ai quasiment fini. Ils se sont rencontrés grâce à cette lutte contre le supermarché. C'était une lutte contre au départ, et la dynamique qui en a résulté de ces échanges, de ces liens tissés, de cette camaraderie nouvelle, ça a été la présentation aux dernières municipales d'une liste citoyenne qui avait, on va dire, pour unique mandat de redonner le pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire de créer des instances pour que les gens puissent décider directement de ce qui les concerne, et que ce ne soient pas des professionnels de la politique qui décident pour eux de ce qui sera de ce qui sera bien pour eux. Donc en gros, on est parti d'une lutte pour arriver à une création derrière. Donc c'est tout le potentiel créateur des luttes. Et d'ailleurs sur les ZAD que j'ai pu fréquenter, notamment Notre-Dame-des-Landes et Sivins, il y a un potentiel de création qui est incroyable. Il y a un concentré de talent au kilomètre carré qui est absolument fou. Et il paraît qu'il y a un documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours, là, donc quelques semaines, qui donnait une image déplorable de ces zones de lutte et de combat. Donc en gros, on mettait en avant le caractère bordélique, dégueulasse, alcoolique, apolitique, décérébrés, voire de certaines personnes. C'est une réalité, hein. Clairement, il y a des personnes qui, sur place, sont des cassés, des gueules cassées, qui ne trouvent absolument pas leur place dans la société. Là-bas, elles sont acceptées pour ce qu'elles sont, des personnes humaines, et au moins les personnes, on va dire, composent avec elles. Nous, aujourd'hui, on veut absolument pas les voir. Elles sont dans des centres spécialisés, ou alors en train de traîner dans un coin de trottoir, et quand on les croise, on va détourner le regard. Non, là-bas, on vit sur le même territoire qu'elles, et on essaie de construire malgré on va dire, leur parcours de vie et leur comportement parfois violent ou dérangeant ou agressif, ou que sais-je encore. Tout ça pour dire que je prends beaucoup de pincettes, les déchets de la société, ce dont nous ne voulons plus, sur les ZAD, ils sont acceptés et ils essayent de construire avec eux, avec tous les problèmes que ça implique. Donc, voilà, effectivement, il y a des choses pas toujours très roses qui se passent là-bas, mais il y a aussi une bienveillance que j'ai ressentie, que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. J'ai vu une personne qui était en crise de folie, parce qu'elle n'avait pas pris ses médicaments, une personne qui était vraiment assez dérangée, très dérangée, hein, qui devenait dangereuse, des personnes qui ne la connaissaient pas, ou très peu, elle venait d'arriver il y a quelques semaines. Se sont débrouillés pour retrouver les coordonnées de son médecin en Belgique, c'est une personne qui venait de Belgique, et l'ont raccompagnée jusqu'en Belgique. Elle ne la connaissait pas, elle aurait pu la laisser faire une crise d'épilepsie ou l'envoyer au centre des urgences le plus proche et partir. Non, ils ont décidé, voilà, cette personne est avec nous, ils font partie d'une même lutte, et donc on va aller ensemble, on va résoudre ensemble ce problème. Et c'est d'ailleurs un des points importants, une des dynamiques importantes qui se passe sur ces ZAD, et aussi dans les initiatives locales, mais dans une moindre mesure, c'est le fait de
répondre ensemble aux différents enjeux et problématiques posés par l'existence. Se nourrir, se loger, se soigner, se chauffer, se connecter à Internet. En gros, on n'est plus seul avec notre salaire pour répondre à toutes ces questions, mais on est plusieurs, on a un collectif. Alors, je tente pas d'idéaliser la situation, mais il y a plein de conflits, et c'est hyper riche d'ailleurs en termes de démocratie. J'ai vécu des moments incroyables de débats de 2 heures dans une grange ouverte aux 4 vents en plein hiver, où les gens restent assis alors que tous les pousserait à rentrer chez eux au chaud. Non, mais ils restent pour décider vraiment de ce qui les concerne et pour vivre la politique et on va dire répondre ensemble à ces problématiques. Et ça fait vraiment drôle quand on assiste à ça pour la première fois, qu'on est habitué à voir la politique se résumer à des personnes qui, comme moi, sont assises à l'estrade et vont décider pour le sort de millions d'autres. Non, les personnes concernées décident. Et c'est absolument... merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Je vais uniquement donner quelques pistes parce qu'au-delà parce que lutter, résister est absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant non plus parce que si on lutte contre sans savoir ce qu'on veut derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. Je parlais tout à l'heure d'une nécessité de radicalisation. En tout cas, j'aimerais voir une radicalisation des alternatives. Il y a quelques pistes qui sont intéressantes. En tout cas, l'intérêt c'est d'ouvrir notre imaginaire et d'essayer d'imaginer d'autres mondes possibles qui ne ressemblent pas à notre quotidien. Par exemple, moi, je ne veux pas d'un monde demain où on a encore besoin on va dire, de se justifier pour manger ou dormir. Et les alternatives telles qu'elles sont aujourd'hui ne proposent pas un monde différent de celui-là. En gros, on reste toujours dans la nécessité de passer par un intermédiaire marchand pour accéder à des services de base. En tout cas, il y a des initiatives en France. Je pense à Longomaille, ce réseau, cette constellation de communautés qui existe depuis 40 ans, avec là aussi des limites, hein, mais où, on va dire, tu peux rentrer dans le réseau, dans une des communautés, et tu peux manger, dormir, et il n'y a pas on va dire, de nécessité de travailler, mais tu peux, voilà, donc en gros, tout simplement, tu fais partie d'un collectif qui te permet de subvenir à tes besoins sans avoir à te vendre sur le marché du travail. Après, ça implique d'autres types de réciprocité, on va dire, d'autres types d'obligations, mais ces obligations ne sont pas impersonnelles comme le sont les obligations du marché. Un peu plus loin de chez nous, on a Marina Leda, en Espagne, où il y a une collectivisation des terres, des usines et une construction collective de maisons pour quelque chose comme 10 euros par mois, ou quelque chose comme 10 ou 15 euros par mois, on a sa maison. Et les deux exemples les plus inspirants, à mon sens, aujourd'hui, se situent encore plus loin de nous, à savoir à Kobané, dans la partie kurde de la Syrie, si je dis pas de bêtises, où donc on a entendu parler des bombardements de l'État islamique sur la ville de Kobané. On a moins entendu parler de l'organisation libertaire qui s'est mise en place donc dans cette région du Rojava, et qui pourtant est assez admirable dans un pays qui pourtant a un passé le PKK très marxiste, léniniste, mais en tout cas ces personnes, paraît-il, suite à la lecture de Murray Bookchin, qui parle de municipalisme libertaire, je sais pas si... En tout cas, donc, se sont petit à petit dirigés vers une gestion libertaire de ce territoire. Et territoire qui est en zone de guerre, hein, donc c'est important de le préciser. Et une autre, et qui est très bien décrite dans les livres de Jérôme Bachet, c'est bien évidemment ce qui se passe au Chiapas, au Mexique, où des indigènes, accompagnés de quelques intellectuels de la capitale qui sont infiltrés entre guillemets dans le territoire depuis des décennies, sont entrés en guerre contre l'État mexicain le 1er janvier 1994, jour de l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et donc depuis cette période, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, administrent des auto-gouverne, auto-administre cette région du Mexique, qui s'appelle donc le Chiapas, et qui comporte entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers de personnes selon les chiffres. Donc c'est pas des petites expériences à petite échelle, c'est des personnes qui s'organisent pour répondre à leurs besoins et décider collectivement de ce qui les concerne. Donc, il y a des exemples un peu partout par le monde qui montrent qu'il y a d'autres formes d'organisation et de vie qui sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut calquer ce qui se passe là-bas, parce que le contexte culturel est absolument différent. Mais en tout cas, il y a des pistes qui nous montrent qu'on n'est pas condamné à vivre ce qu'on nous fait vivre aujourd'hui. Il y a d'autres manières d'exister. Il y a un autre exemple que je développe dans le bouquin qui s'appelle la coopérative intégrale. Donc là, qui est plus proche de notre contexte culturel et politique. Donc ça se passe à Toulouse. Là, ces derniers mois, j'étais en Catalogne pour voir la grande sœur de la coopérative intégrale. C'est absolument incroyable également ce qui se passe. Donc c'est une tentative d'organisation, on va dire, libertaire là aussi, où les personnes tentent de se passer progressivement de l'euro et de l'État. Donc c'est assez ambitieux comme objectif affiché. En fraudant le fisc.
Bah, c'est effectivement leur source principale de revenus, c'est l'insoumission fiscale. C'est-à-dire qu'ils ont, ils se reposent sur environ 700 entrepreneurs qui utilisent la coopérative intégrale comme parapluie juridique. C'est-à-dire que eux n'ont aucune existence auprès de l'État. Je suis boulanger, je suis membre de la coopérative intégrale. L'État ne sait absolument rien de mon existence. Pourtant, je vends mon pain, je peux facturer grâce au numéro de SIRET que me fournit la coopérative. Et ce qui se passe, c'est qu'en échange du service de comptabilité et de gestion mutualisée que fournit la coopérative, ces personnes payent une cotisation en fonction de leur chiffre d'affaires. Première source de revenus. Deuxième chose... Pardon ? Et deuxième source de revenus, donc il y a les cotisations et il y a la TVA. Donc la TVA que ces personnes seraient censées verser à l'État si elles avaient créé une entreprise classique, donc à savoir donc la différence entre leurs ventes et leurs achats, ils la versent à la coopérative intégrale qui, elle, ne la verse pas à l'État. Donc là, l'astuce, c'est d'équilibrer, on va dire artificiellement, les rentrées d'argent et les recettes et les sorties. C'est-à-dire qu'ils demandent à des membres de la coopérative de leur fournir des factures de frais personnels et de les faire passer pour des frais professionnels. Concrètement, j'achète un ordinateur, je file la facture à la coopérative qui va équilibrer donc sa balance de TVA et qui de ce fait donc, n'aura pas à reverser à l'État la somme que leur ont versé les coopérateurs. Et donc leur idée avec cet argent généré, c'est de créer des services publics coopératifs. Alors pour l'instant c'est embryonnaire, il y a pas mal de chantiers qui ont été lancés dans le domaine de l'éducation, de la santé, des transports, quoi encore, des monnaies, la monnaie sociale. Ils ont une banque autogérée également. Ils ont je ne sais combien d'ateliers mutualisés d'outils. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi, même si elle est pleine de limites, cette initiative. C'est une tentative, on va dire, radicale de sortie... on va dire d'autonomisation par rapport à l'État et aux banques et à l'euro. On n'est pas loin de la création, quasiment de la création d'un nouveau pays. Ah. Pendant des indépendantistes, C'est certaines personnes demandent ok mais quelle est la différence avec un État du coup si ils prennent un impôt sur les auto-entrepreneurs pour financer les services publics, quelle est la différence avec un État? La différence, en tout cas la différence théorique fondamentale, c'est que la prise de décision, la définition d'un État, c'est un appareil de décision séparé du peuple. Là pour le coup les prises de décision se font de manière assemblaire, c'est-à-dire que voilà donc on se réunit en cercle idéalement, c'est plus pratique, et on décide ensemble de l'allocation des budgets, des grandes orientations de la coopérative. Et en gros, c'est une forme de désertion. C'est au sein de l'État catalan, hein, donc et l'État catalan qui lui aussi se bat pour son indépendance. Et au sein de l'État catalan, eux, ils veulent s'émanciper à la fois de l'État espagnol, mais aussi des bureaucrates qui sont tout aussi corrompus en Catalogne. Et donc ça, c'est assez intéressant. Puis après, je voulais juste dire un truc pour finir, c'est quoi ? Ah oui. Donc voilà, il y a ces exemples qui sont intéressants. Mais voilà, face à nous avons du lourd, nous avons des gens costauds. Alors imaginons qu'il soit trop tard. Imaginons qu'il soit trop fort. Imaginons que nous soyons trop domestiqués. Imaginons que la situation soit perdue ou pour ainsi dire, en tout cas que l'enjeu soit trop difficile à surmonter pour nous, petits citoyens. Et ben malgré tout, ça vaut quand même la peine de se battre et de construire des initiatives. Car clairement, une des choses qui m'a le plus marqué pendant cette immersion en utopie concrète, c'est l'épanouissement, le bonheur, la joie qui revenait sur le visage de ces personnes. C'est la joie déjà de se sentir utile, de faire quelque chose qui a du sens, de se dire que peut-être qu'on laisse une planète un peu moins dégueulasse aux personnes qui arriveront derrière, et puis surtout le fait de mettre en cohérence ses actes et ses principes. Donc ne serait-ce que pour le simple bonheur que cela peut procurer d'essayer, eh ben essayons. Puis il y avait une petite phrase, j'ai peur de trouver la citation exacte, mais d'un poète que j'adore, c'est mon coup de cœur des 5 dernières années, qui s'appelle Serge Peille. C'est un poète toulousain, enfant de la guerre d'Espagne, qui disait dans un de ses poèmes, dans une de ses nouvelles plutôt, nos défaites sont plus belles que leurs victoires. Donc même si nous perdons, au moins nous le ferons avec style, panache, et voilà. Donc, au final, je me suis, je pense, plus éparpillé avec mes notes que sans notes, donc ce sera c'est une bonne leçon pour la prochaine fois.
là, donc, si vous avez des interventions, et pas forcément des questions, hein, si vous voulez me dire que là, t'as dit une connerie, ou je suis pas du tout d'accord avec toi, ou j'en sais rien, s'il y a une chose sur laquelle vous voulez rebondir, un secteur d'activité, l'éducation, la santé, que vous aimeriez creuser, ben, libre à vous, quoi. Si quelqu'un veut réagir, hein, je suis pas forcément la seule personne à pouvoir répondre. Je trouve que c'est triste si on donne notre seuil de la mort, on pourrait arriver. Je voudrais dire comme une position. Hmm. Et donc, dans tous les cas, ça me paraît pas être, on va dire, une condition suffisante. Je veux dire, il y a beaucoup d'États, de nations, de territoires qui subissent des souffrances de tout ordre, largement supérieures aux nôtres, et qui pourtant sont tout aussi touchés par l'apathie on va dire, qui caractérise notre société aujourd'hui. Donc, je suis pas sûr que la dégradation de nos conditions de vie soit, on va dire, forcément une bonne nouvelle pour, on va dire, l'idée et les projets révolutionnaires. Parce que certaines personnes objecteront même au contraire que quand on a le ventre vide, c'est compliqué de penser à la révolution. D'autres diront, ah bah non, parce que c'est quand on a le ventre vide qu'on descend dans la rue. Ouais, mais si on descend dans la rue uniquement pour pouvoir manger, ben, il n'y a pas forcément de changement politique qui en ressortira derrière. C'est ce qu'on a bien vu en Égypte et en Tunisie, où il y avait cette révolution, on va dire cette révolte de colère qui n'a pas débouché sur une révolution derrière. Donc, il me semble que nous avons une chance inouïe de pouvoir aujourd'hui construire des alternatives dans des conditions décentes. Nous avons notamment, il me semble, les aides sociales qui sont, certains les considèrent comme des acquis, d'autres vont dire que c'est un moyen d'acheter la paix sociale utilisé par les différents gouvernements. De fait, c'est un outil au service de la révolution. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le présenter, quoi. Il faut absolument pas avoir honte de profiter, profiter, le terme est forcément connoté, en tout cas d'utiliser ces subsides laissés par la mafia étatique pour construire son autonomie. Parce que dans tous les cas, on n'a plus les conditions aujourd'hui. Les conditions pour vivre libre ont été absolument détruites. Aujourd'hui, je décide de vivre, imaginons, je décide de vivre comme Robinson, où puis-je aller m'installer en France? Il n'y a absolument pas un bout de terrain qui n'appartient à personne. Il me faut un capital de départ, donc je suis libre d'aller m'employer sur le marché du travail pour gagner de l'argent pendant 40 ans ou pour m'endetter pendant 20 ans pour pouvoir m'acheter un petit bout de terrain et puis vivre heureux à la retraite, quoi. Donc, vu que les conditions de notre liberté ont été sapées, n'hésitons pas à utiliser les moyens qui sont à notre portée. Oui, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, enfin si un petit peu par cette émission contre les zadistes. Là, je l'ai vue effectivement, je crois que c'était M6. Elle était absolument hideuse. En plus, les journalistes se sont déguisés littéralement en jeune, évidemment, avec l'apparence et un vieux bus pour se faire passer. C'était infect, incroyable qu'on puisse présenter ça comme ça. Mais je vous remercie pour votre démarche parce que je trouve intéressant de faire le lien entre toutes ces différentes initiatives, quoi, qui peuvent être effectivement très, très différentes, quoi. Manger bio dans son coin ou lutter contre un nouveau terrain pour le commerce, c'est des choses très différentes. Je trouve qu'il y a besoin de faire ce lien. Et par contre, je pense que par rapport à cette émission, on peut aussi dire qu'on a les médias toujours contre nous, ils sont très forts, quoi. Et toutes ces initiatives, elles sont toujours présentées comme très marginales,
très bizarre, avec des gens pas bien nets, enfin, vraiment, oui, violentes aussi. On salit toujours les militants. Enfin, quand on a vu à Sivens comment ils ont présenté les choses, ça a été aussi un fait par rapport aux jeunes réunis. J'en ai pas parlé, mais il y a des alternatives dans les médias également, je dirais, parce que dans tous les domaines de notre vie, il y a des possibilités dès aujourd'hui de faire autrement. Donc je parlais de l'alimentation, de logement, de manière plus ou moins radicale. Mais dans les médias également, par exemple, un des médias avec lequel je travaille, qui s'appelle Reporter.net, fait un travail, il me semble, et sans aucune modestie, remarquable, sur les zones de lutte où les médias, on va dire, dominants ou dominés, comme dirait Hervé Kempf, dominés par le grand capital, un travail exemplaire de mise en avant de ces zones de lutte, de la réalité de ce qui se déroulait sur place, en envoyant des personnes comme moi, donc pendant des jours, des semaines en immersion, et de manière à visage découvert, je veux dire pas à la sauce M6. Donc en tout cas, il y a des médias, Reporter, Bastamag aussi, qui fait un travail exemplaire, très, très fouillé, également CQFD dont on parlait tout à l'heure dans la voiture. En tout cas, il y a une foule de médias indépendants, médias libres, médias pas pareils, il y a beaucoup d'appellations dont il faut se saisir. Et puis il y a aussi les médias, tous les blogs à droite à gauche que chacun peut créer pour faire circuler l'information et puis se réapproprier aussi ce rôle de journaliste. Je veux dire, moi à terme, je me pose la question de la place du journaliste dans une société idéale. Aujourd'hui, on a besoin de journalistes parce qu'on passe notre temps à faire autre chose que pouvoir s'informer. Alors moi, la seule chose que j'ai de différent par rapport à d'autres, c'est que j'ai du temps pour aller voir ce qui se passe à droite à gauche, pour analyser, réfléchir à ces questions. Mais dans une société déspécialisée et libérée Pardon ? Ah, pardon. Dans cette société déspécialisée dont je rêve, il y aura peut-être plus besoin de journalistes. Peut-être que ma vocation de journaliste serait plus utile. Oui, sur les médias, moi je crois le problème c'est qu'il y a des médias de masse qui sont connus de la plupart de la population, notamment la télévision. Moi je pense qu'il faut commencer par la jeter par la fenêtre, la télévision, et puis se tourner vers d'autres médias. Vous avez cité quelques hommes, il y a Fakir, des choses comme ça qui existent, et puis on a quand même la chance d'avoir Internet. Alors après, bien sûr, il faut chercher un peu, mais à Lyon, il y a Robert Lyon, il y a les Avimédia, il y a sur les aspects plus techniques, la quadrature du net, des choses comme ça. Il y a plein d'alternatives. Marine Elada, alors je ne sais pas si c'est Marine Elada ou Marine Naleda, je confonds toujours l'un avec l'autre. Mais on peut trouver sur Internet un super documentaire à ce sujet-là. Aujourd'hui, on a cette chance-là, mais bon, ça, c'est pas été fin, ça c'est clair. Hein. Ce qui est intéressant aussi, ça veut dire qu'il faut se bouger un peu pour aller chercher l'information là où elle mérite d'être vue. Ouais, de sortir de la démarche de consommateur, comme dans beaucoup d'initiatives où on va pas simplement acheter une marchandise, mais s'impliquer pour pouvoir l'avoir. Si... Pardon, oui. Quel est votre ressenti par rapport aux enfants? Je le sais parce que J'ai pas passé assez de temps dans les lieux où il y avait des enfants. La plupart des lieux que j'ai fréquentés avaient peu d'enfants. Par exemple, Longomaille, dont je parlais tout à l'heure, j'y étais qu'une semaine et demie. C'est trop peu pour me rendre compte réellement de la façon dont ça fonctionne. Eux, ils envoient les gamins à l'école du village qui est située en bas, et où ils sont quasiment majoritaires. Hein. J'ai plus les proportions, mais et c'est assez marrant. Ils s'organisent d'ailleurs, ils ont des voitures collectives, et ces voitures sont utilisées. Ils ont de dire, ah, tiens, aujourd'hui je prends la voiture pour emmener les gamins à telle école, ensuite au collège, ensuite au lycée, ensuite à l'université. Mais je peux pas m'avancer là-dessus, j'ai pas assez de recul sur la question. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à faire partager. j'ai un témoignage, mais justement, je vais savoir parce que je connais un groupe de jeunes, et c'est assez étonnant, mais en fait, c'est surtout les jeunes femmes qui portent le groupe. Et leur plus grosse difficulté, en fait, c'est elles ont du mal, pour l'instant, comme elles gèrent beaucoup de choses sur les lieux collectifs, comme elles portent beaucoup. Ouais. Leurs enfants sont encore très jeunes, des bébés, et elles ont du mal à projeter un petit peu les années qui vont venir par rapport à l'éducation, justement, par rapport à l'école, etc. Elles se posent beaucoup de questions. Voilà. Parce qu'elles sont dans l'expérience aussi.
mais c'est un enjeu, un vrai enjeu. Ils arrivent à construire des choses collectivement pour ces bébés qui sont nés sur cette zone. Ils ont des projets, des projets de construction, d'aménagement, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros questionnement sur l'éducation, parce que ça donne, j'ai surtout l'impression que les mamans, ces jeunes mamans n'arrivent pas à dégager du temps, parce qu'elles portent beaucoup de choses. Voilà, bon, je trouve ça notre travail. Dans quelques années, peut-être que je pourrais vous en dire plus, moi. J'ai pas entendu un... Ouais, si vous voulez parler de choses que vous faites par ici, c'est intéressant également sur le territoire. C'est très plaisant pour moi et je pense aussi pour les personnes concernées de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que genre, ah bah tiens, il y a ça qui existe, cool, j'arrive. Ce serait l'idéal. Donc n'hésitez pas à parler de vos projets existants ou à venir pour créer des liens. Oui, il y a une association qui s'appelle Terre de Liens, qui reprend des terres agricoles, des fermes, soit qu'elles soient en vente, soit abandonnées. Et une fois qu'elle est reprise, il y a un double processus. Des fois, ils mettent en avant, ils mettent en contact avec des jeunes agriculteurs qui souhaitaient s'installer, donc ils leur donnent l'occasion. Ces terres sont rachetées par l'association et louées hors marché, hein, pour ainsi dire, très, très, très bon marché. Et une des clauses, c'est de faire du bio. Donc les gens s'étaient dit, nous on veut manger bio, donc il faut qu'il y ait une production bio. Et donc ils ont repris des terres pour que cette production bio existe et qu'ils puissent manger bio. Voilà, ça c'est une chose intéressante qui existe. Donc la ferme existe, c'est la ferme du Marais des Murs, ici à Bourgoin-Jallieu, où il y a 2 maraîchers bio qui sont installés grâce à Terre de Liens. Je suis bénévole dans l'association. Je parlais tout à l'heure des limites des alternatives, parce que ça me semble important, notamment pour les personnes qui sont impliquées à l'intérieur, d'être conscient on va dire, parfois de l'impasse dans laquelle il me semble qu'elle s'engage. Mais je voudrais également dire, et je pense que ça a été bien compris par le monsieur là-bas tout à l'heure, ou par la madame plutôt, par la madame là-haut, c'est que je suis pas dans le jugement en train de dire cette initiative est meilleure qu'une autre, celle-ci ne doit pas exister, ou les AMAP c'est pas bien, c'est pas assez radical. Non, au contraire, je pense qu'il y a une multiplicité de voies et de portes d'accès vers l'utopie. Et même le pari que je fais, c'est que en s'engageant dans une initiative qui va être, on va dire, moins radicale qu'une autre, on prenne conscience des limites de cette initiative et pourquoi pas qu'on se lance sur un autre terrain derrière. Donc on passe on va dire, à la vitesse supérieure ou à l'échelle supérieure. Donc j'ai pas envie, on va dire, de hiérarchiser les initiatives, parce que de fait, il y a une multiplicité de personnes avec des parcours totalement différents. Et par exemple, moi, mon discours va parler à certaines personnes, puis il y a d'autres qui vont être totalement hermétiques à ce que je vais dire, en parlant des ZAD, par exemple, ou de la lutte, ou ce genre de choses. Alors que si une personne qui va parler de la MAP, ou même de l'entrepreneuriat social, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, va toucher ces personnes, et peut-être qu'ils passeront de l'entrepreneuriat social aux AMAP, et des AMAP aux ZAD, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ce pari de la radicalisation progressive en prenant part à ces initiatives, qui se vérifie parfois et parfois pas du tout. Dans votre tour de France, est-ce que vous avez senti des zones géographiques où les gens étaient plus impliqués, ou les cultures, je sais pas, est-ce qu'un breton est plus sensible à l'Auvergnat ou à l'Alsacien? Alors, première chose, c'est que le soleil attire beaucoup les hippies. Donc, dans le sud de la France, il y a plus de communautés utopiques, on va dire. Ça,
c'est une première chose, mais après c'est pas la seule forme d'initiative, loin de là. Et ce qui m'a également... Pardon. Où ça? Quand je parlais de marchandisation tout à l'heure. Euh, ensuite, effectivement, les Bretons, les Basques, les Alsaciens, il me semble, hein, ça c'est vraiment un ressenti qui se... je veux dire, j'ai pas fait d'études statistiques ou ont peut-être il y a peut-être plus de dynamisme dans ces régions en termes d'alternatives. Mon hypothèse, c'est que dans ces territoires où il y a encore une identité commune, des valeurs partagées, ou en tout cas où les gens partagent plus qu'un code postal, il y a une facilité plus grande à créer des choses avec son voisin. Mais peut-être que c'est une idéalisation de ma part en tant que breton, et où j'ai envie de voir on va dire, dans ces régions, on va dire, ou plutôt les bienfaits de ce qui reste de régionalisme. Donc il me semble en tout cas que sur ces territoires il y a une potentialité plus grande, mais ceci dit, là j'étais en Corse il n'y a pas si longtemps que ça, et la Corse c'est un territoire absolument intriguant. On va dire, il y a tout ce qu'il faudrait, tous les éléments on va dire sont réunis, je sais pas, en tout cas il y a beaucoup d'éléments réunis pour faire en sorte que la Corse change radicalement et se retourne vers une gouvernance locale, une autoproduction. Sauf que il y a des gros problèmes au niveau de l'accès au foncier, l'indivision, c'est un des problèmes là-bas. En gros, il y a 50 familles qui sont propriétaires d'une terre, et donc du coup, pour la vendre ou la céder, il faut l'accord des 50, et puis ils sont jamais d'accord. Et puis il y a aussi la question nationaliste qui est assez complexe. Par exemple, j'étais chez un paysan squatteur en Corse qui faisait partie du FLNC à ses débuts, avant, on va dire, ses dérives violentes. Et lui, par exemple, rencontre un gros frein dans le développement d'initiatives de solidarité locale ou internationale, notamment l'ouverture de squats pour les migrants ou la création d'épiceries locales. Il s'est fait brûler sa maison une première fois, son chien a été empoisonné, menace de mort. Et disons que la tendance nationaliste en Corse n'est pas très conséquente, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux vont être extrêmement dépendants économiquement, notamment de par leur travail, du continent, comme ils disent. Et donc voilà, c'est genre un nationalisme, en tout cas, il y a une partie de ce nationalisme-là qui est un nationalisme xénophobe et absolument inconséquent, parce qu'il ne prend pas au sérieux la question de la souveraineté alimentaire, par exemple, qui pourtant encore c'est quelque chose de potentiellement peut-être plus accessible qu'ailleurs. Il y a encore quelques bêtes qui sont en divagation là-bas, je veux dire, qui se baladent sur les routes, ce qui ne nécessite pas d'avoir 10 millions d'hectares de foncier pour faire du fromage, mais simplement d'avoir des bestiaux et de savoir à peu près les retrouver quand on en a besoin. Et donc, sur ces régions à identité, c'est complexe. Mais en tout cas, en Bretagne, par chez moi, ça dépend des régions. La région gentrifiée, par exemple, moi je viens du nord de la Bretagne, sur la côte, c'est un désert en termes d'alternatives, pour le moment, parce que là j'y retourne, donc ça va changer. Mais le centre-Bretagne, il y a une double dynamique qui est assez incroyable, qui s'est vidé au cours des dernières décennies, avec une disparition des services publics et une perte de population dans pas mal de petits villages. Mais la gentrification sur la côte qui empêche les personnes qui habitent, qui sont nées là-bas, moi par exemple, d'accéder aux fonciers sur la côte, se retourne vers le centre-Bretagne. Et donc il y a une dynamique pas de néo-ruraux, mais de néo-centre-breton qui arrive là-bas avec pas mal d'envie, donc c'est partagé. Pour répondre plus clairement à la question, j'ai pas de réponse précise.
ça, mais nous sommes dans une perspective courte à ce moment-là. L'Empire romain a mis 2 siècles à s'effondrer, donc ceux qui ont démarré n'ont pas vu la fin. Mais par exemple, quand Byzance est tombé, il n'y avait plus personne dans la ville. Les gens avaient quitté. À Rome aussi, les Romains étaient partis, ils étaient dans les campagnes. Donc c'est vrai que la ville a été prise par les barbares, mais si ça se trouve, il n'y avait plus personne à l'intérieur. Donc on ne sait pas, toutes ces initiatives qui consistent à sortir du système, je ne sais pas si ça va peut-être mettre 2 siècles, mais il est probable que ça contribue à affaiblir le système quand même. Si on n'est plus client du supermarché, si on a des initiatives où on ne participe plus à ça, il est probable, peut-être que si ça met un siècle, ceux qui sont là ne le verront pas, mais il est probable que le système s'affaiblit malgré tout. On démarchandise du coup, et il est pas, enfin, en tout cas, nous, on n'y contribue plus. À condition effectivement que d'engager une démarche d'autonomie vis-à-vis de ceux qu'on dénonce, c'est eux qu'on dénonce, à savoir l'État et l'argent. En ce qui me concerne, l'État et l'euro, l'État et les banques, et l'argent c'est une question un peu plus complexe. Mais, c'est-à-dire que si on se contente uniquement de faire de l'alter-capitalisme, le capitalisme sera encore là dans 2 siècles, et je suis pas sûr qu'on contribue nullement à la fuite. Mais effectivement, si on s'organise pour ne plus dépendre ni de l'État, ni des grandes fortunes, ni des supermarchés, ni des banques, ni de quelconque pourvoyeur de capitaux, effectivement, ça peut y contribuer. Et sur la logique de territoire, je viens d'y penser, là, il y a un bouquin qui s'appelle La France périphérique, qui parle de cette France hors des métropoles, qui est, on va dire, à la traîne économiquement, qui tend, on va dire, qui est poussé dans les bras du Front National. Et il y a des thèses très intéressantes, d'autres qui sont un peu moins dans le bouquin. Mais j'aime beaucoup l'idée que nous pourrions, nous, réinvestir cette France dite périphérique. Et je me demande si l'endroit où nous sommes actuellement n'en fait pas partie. Et donc la France, dont les puissants et les élites ne veulent pas, qui la regardent avec condescendance, mépris, donc réinvestir cette France-là et puis laisser aux laquais du système, donc les métropoles qui dans tous les cas sont invivables. J'ai passé 4 ans à Paris, je suis heureux d'avoir la chance de ne pas me sentir obligé d'y vivre. Pourquoi pas cette Occupy France périphérique. Moi je suis assez positif, en fait. J'ai l'impression qu'on est quand même sur la bonne voie parce que ce que vous dites là, il y a 20-30 ans, il n'y avait rien qui existait. Maintenant il y a des AMAP, ça existe depuis combien de temps les AMAP? Ça n'existe pas depuis très longtemps. Il y a plein de choses, il y a des épiceries solidaires, il y a les grappilleurs là, qui font de la récupération pour le redistribuer. C'est des choses qui n'existaient pas il y a très peu de temps. Maintenant il y a des Fab Labs. Il y a le mouvement du logiciel libre qui existe, il y a des gens qui militent pour le revenu de base ou des choses comme ça, qu'on ne voyait pas avant. Alors effectivement, vous pourrez dire, ça ne va pas assez vite, ça c'est certain, mais on est quand même il y a quand même des choses qui émergent et qui émergeaient pas avant, et qui sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde est d'accord sur ce point là, parce que c'est une question qui revient souvent, il y en a plus maintenant qu'avant. Pardon. Tout le monde est d'accord sur ce point s'il y en a plus maintenant qu'avant des initiatives? Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de la vague de 68. C'est une question qui revient régulièrement et que je trouve assez intéressante. Donc s'il y a d'autres témoignages dans ce sens ou dans le sens inverse, ça m'intéresserait de... Vu que moi je n'ai pas connu la vague de 68, contrairement à ce que ma barbe pourrait laisser croire. Oui, mais en 68, il ne s'est rien passé. Il y a eu 68, mais après, il y a eu 70, il y a eu quelques communautés qui sont créées. Comme là, il y a beaucoup de chômage et tout ça, on revient à la solidarité. On revient à ça. Comme il y a beaucoup de chômage et tout ça, ça pousse à la solidarité en ce moment. Le chômage. Les gens sont durs là, en ce moment, avec la crise, tout ça qu'on a eu là. Donc c'est pour ça que peut-être c'est à cause de ça aussi. Le chômage, la précarité, tout ça. C'est vrai, on a l'impression que ça y est. Mais Jean Michel, c'est vrai qu'il y a des accidents aussi. Je pense qu'il faut être patient et il faut avoir cette
fais partie d'une association naturaliste, et c'est vrai, voilà. Et c'est vrai qu'on voudrait faire plus pour la nature, et finalement, moi voilà, j'étais impatient, je voulais que les projets avancent. Et finalement, avec un petit peu de sagesse et puis un petit peu de recul, finalement ça arrive petit à petit, voilà, dans les consciences. Et depuis que j'y suis dans cette association, je m'aperçois finalement que voilà, qu'il y a des choses qui aboutissent, voilà, les mentalités changent, et je pense que pour les utopies, ça sera pareil. Voilà. Ouais, parce que les gens ils voyagent beaucoup. Excusez-moi, je reviens un peu sur 68 parce que moi j'ai dit il s'est rien passé en 68 dans le sens de ce dont on parle ce soir. Hein. Il s'est passé plein de choses au niveau de la prise de parole, enfin, notamment dans l'éducation. Je pense que la libération de la femme a pris aussi beaucoup de choses à partir de 68. Et il y a eu plein de mouvements de société, mais pas dans le cadre de ce qui nous préoccupe ce soir. C'est ce que je voulais dire. Je jette pas 68. Alors moi, le bio, à cette époque, on était dans les 30 glorieuses, 50, 60, 70, donc c'était les pesticides à cette époque, l'engrais chimique, justement après-guerre pour... donc, je suis partagé sur cette question. Ils achètent aux paysans. Il y a des trucs bio dans les entreprises, aux agriculteurs là comme ça. Mais pour le reste, effectivement, c'est vrai que c'était la période d'industrialisation de l'agriculture après-guerre pour nourrir la France, mais de fait, le reste de ce que tu évoquais me semble assez juste, hein, sur ces liens de solidarité qu'on idéalise peut-être, mais en tout cas qu'on aimerait recréer aujourd'hui, qui est d'une banalité incroyable il n'y a pas si longtemps. Et par rapport au territoire, la question que tu posais tout à l'heure, la différence entre les territoires et compagnie, c'est vrai qu'au niveau rural, j'en ai moins trouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, c'est que il y a moins le besoin de mettre des noms sur des formes de solidarité. Et du coup, ça va un petit peu dans ce sens-là. Ah, et dans l'idée, genre, ça existait avant, et il y a eu une vague même de néo-ruraux au niveau de 68, hein, il y a eu beaucoup de désertion à cette époque, même si effectivement tu as raison, les modalités sont pas les mêmes. Mais alors, ça existait avant, et pourtant il y avait un capitalisme paternaliste, comme tu disais tout à l'heure, et une domination étatique qui était encore même une domination étatique peut-être même plus forte qu'aujourd'hui, en tout cas qui s'exerçait de manière différente. Donc en gros, il y avait des solidarités locales, pourtant ça n'a pas changé le monde. Et donc, du coup, comment dépasser ça? Je pense justement c'est en dépassant le consensus minimal qu'on retrouve actuellement dans les initiatives, et en essayant vraiment de s'émanciper de ce système et de ses composantes étatiques et marchandes qu'on critique. J'avais beaucoup apprécié la phrase, je crois que c'était Attaque qui disait qu'il fallait agir local et penser global, et peut-être que c'est ça qu'il faut continuer à faire, et puis, mais effectivement il faut penser global absolument, parce que comme vous disiez, manger bio dans son coin et laisser les gens se noyer en Méditerranée, c'est pas admissible. Là, juste avant de venir, j'étais dans les Cévennes, et il y a là-bas un groupe de joyeux lurons qui est assez fascinant.
Ils s'appellent les guerriers arc-en-ciel, donc c'est une légende iroquoise, dont je n'ai plus les détails en tête. En tout cas, donc ils organisent des marches et des festivals de hippies, on va dire. Et ils ont habité pendant quelques temps dans une forêt dans les Cévennes, avant de se faire expulser par le préfet. Donc voilà, limite encore une fois à la pseudo-liberté dont nous bénéficions. Et ce qui est assez intéressant avec ces gens, donc ils sont habillés chacun d'une couleur différente. Donc on les voit arriver de loin, et puis généralement ils ont des longs cheveux et des styles assez atypiques. Alors, un peu moins pour les Cévennes, hein. On retrouve beaucoup de personnes, on va dire, plutôt, plutôt cool. Mais il se trouve qu'ils sont plutôt appréciés sur le territoire, malgré leur marginalité vestimentaire, on va dire. Et là, le projet sur lequel ils se sont lancés est extrêmement intéressant. Ils louent un local de 2000, je sais plus la taille du local, mais en tout cas une usine désaffectée qui servait de garde-meubles juste avant. Ils l'ont transformé en recyclerie, ça se fait beaucoup en ce moment, où ils récupèrent les déchets ou les choses qui allaient partir à la poubelle, vestimentaires, électroménagers, les bouquins, les jouets. Ils le remettent en état et puis ils le revendent à un prix modique. Et donc ça c'est une activité du lieu. Et la deuxième activité c'est des ateliers d'artistes ou d'artisans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de loyer, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, donc des nouveaux endroits où on va pouvoir travailler ensemble, mais avec un prix prohibitif qui sont réservés donc à des personnes qui sont déjà bien placées sur le marché du travail. Là-bas, il n'y a pas de loyer pour les artisans qui participent. Le loyer est payé par les recettes de la ressourcerie. Et il y a une participation libre qui est demandée en fonction des possibilités des personnes. Donc en gros, si tu as vendu 3 meubles ce mois-ci, file un petit peu d'oseille, mais c'est libre, hein, c'est toi qui juges combien tu files. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il parle de 3 actes. L'acte 1, c'est la ressourcerie. On est là, et puis donc déjà il y a des solidarités qui se créent entre hippies et artisans, donc avec échange de savoir-faire. Et même, il y a beaucoup, du coup, cette recyclerie attire beaucoup de gens dans cet endroit qui est magnifique, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et l'acte 2, c'est l'achat collectif d'un terrain. Non, l'acte 1, donc c'est pour finir l'acte 1, ils veulent récolter de l'argent donc, via la ressourcerie et via une campagne de financement participatif pour racheter le bâtiment, pour ne plus avoir le loyer à payer de 2000 € chaque mois. C'est quand même assez cher. Et une fois qu'ils auront racheté ce bâtiment, c'est 300 000 €, il me semble. L'acte 2, c'est achat collectif de terre. En gros, le fric généré par la ressourcerie permettra d'acheter une terre qui sera quelque part le nouveau village arc-en-ciel, en gros d'expérimentation de mode de vie en accord avec son environnement, au sens propre du terme. Et comme il faisait avant, savoir vivre de manière la moins impactante possible dans la nature. Et ensuite, ils veulent également permettre l'achat de petites parcelles de terrain à droite à gauche pour que les personnes qui veulent vivre en habitat nomade, en tout cas de manière alternative, puissent accéder au foncier, chose qui est assez compliquée en ce moment également dans les Cévennes. Donc j'aime bien ce projet en plusieurs actes qui est porté par des personnes qu'on jugerait, on va dire, de prime abord et uniquement sur l'apparence physique, incapables de se lancer dans un projet d'ampleur. Et non, je veux dire, même les hippies sont capables de monter des choses incroyables. Et les 6 mois qui arrivent, qu'est-ce que vous allez faire là Bon, c'est un peu indiscret comme question, normalement c'est moi qui pose les questions indiscrètes. Je sais. Non, je vais y répondre avec plaisir. Nouveau bouquin. Alors il y a effectivement un nouveau bouquin sur lequel je suis en train de bosser sur la coopérative intégrale dont je parlais tout à l'heure, et qui sortira en début d'année prochaine je pense. Et puis là, à force d'aller voir des initiatives à droite à gauche et de rencontrer des personnes et de parler de personnes qui font des choses extraordinaires, ça m'a un peu donné envie de faire la même chose. Et donc là, à partir de lundi, je retourne en Bretagne après 2 ans de vadrouille. Et donc j'ai la chance d'avoir des serres de 600 mètres carrés qui sont inutilisées depuis 10 ans et qui appartiennent à mon père. Et donc on va s'installer là-bas avec un ami, un local à côté qu'on va retaper. Et l'idée, ça va être d'en faire un lieu collectif. Ça va pas être un lieu où on va produire des légumes pour les vendre, mais un lieu où on va faire des choses ensemble avec les gens qui voudront les faire. Donc c'est assez flou pour l'instant, mais ça va dépendre des forces présentes sur le territoire. Ça fait 10 ans que je suis parti, donc je connais plus vraiment la faune et la flore locale, faune et la flore locale. Donc il va falloir un peu de temps pour... En tout cas, l'idée, ça va être ça, ça va être de mettre en pratique concrètement différentes choses que j'ai pu voir à droite et à gauche dans cet espace dont on bénéficie. Et le bouquin sur la Catalogne.
sur la coopérative intégrale catalane. Je pensais à une autre initiative sympa. Vous me dites quand vous voulez arrêter. Moi ça me va, je suis bien ici pour rester toute la nuit. Il manque juste quelques bières et, artisanales, locales et c'est déjà pas mal. Il y a une initiative dont j'aime bien parler généralement qui paraît toute gentille, toute douce de prime abord, ça se déroule au nord de Rennes, à Saint-Germain-sur-Île. C'est un village de, je crois, 1 millier d'habitants. Il y a eu 2 vagues d'installations de néo-ruraux. Le village est accessible par train, ce qui a permis à des gens qui travaillent à Rennes de venir vivre un peu plus à la campagne, dans les maisons en pierre du centre-ville, du centre-bourg. Mais au-delà de cette invasion, on va dire, des urbains dans le village, il y a eu des choses très intéressantes qui sont nées, notamment ce projet qui s'appelle Rêve d'habitants. Ils ont vu dans un film cet exemple tiré du Portugal. L'idée est assez simple, ils vont voir les habitants du village, ils vont frapper à leur porte en leur disant vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme projet dans ce village, quel est votre rêve pour le village. Et ils l'ont fait, ils sont allés frapper aux portes des différentes personnes. Et le premier rêve d'habitant, des fois on tombe sur des choses surprenantes, c'était un bal pour le 14 juillet. Donc il y a des gens qui voulaient le faire, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'en fout quelque part de ce qu'on va faire, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est secondaire, ça peut être secondaire. Là, l'idée, ce qui est intéressant, c'était pas de faire un bal pour le 14 juillet pour célébrer on va dire l'historiographie nationale, c'était de faire quelque chose ensemble avec des personnes qui ne se seraient pas rencontrées dans d'autres contextes. Parce que même la MAP ou l'atelier auto-réparation de vélo, il y a des personnes qui diront ça c'est un truc de gauchiste, on va pas y mettre les pieds. Et là pour le coup, un truc vraiment lié au territoire et qui part des envies des habitants et pas des intellectuels qui s'y installent, ça me paraît chouette. Deuxième rêve d'habitant, c'était l'organisation d'un festival culturel et politique à Saint-Germain-sur-Île, qui est en route là depuis 2 ans, je crois. Et troisième rêve d'habitant, c'est la construction d'un chapiteau en terre crue, projet d'ampleur, plus à moyen terme. Donc il faut acquérir un terrain, décider des plans, des finances, des compagnies. Donc ça c'est vraiment une belle dynamique qui est lancée là-bas. Il y a plusieurs choses un peu drôles qui s'y passent. Ils font des soirées pâtes tous les mois, je crois. En gros, le principe est simple, c'est on s'inscrit sur une liste, on est tiré au sort, et on va manger des pâtes chez des personnes qu'on ne connaît pas dans le village, ou qu'on connaît peu. Si on tire quelqu'un qu'on connaît, non, je retire histoire de pouvoir que les personnes se rencontrent et échangent au sein du village. Et également, ils ont une liste ça se passe par courriel, une liste d'échanges autour du babysitting, de la garde d'enfants, pardon. Et c'est-à-dire que moi j'ai tiens s'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les enfants aujourd'hui. Cool, moi je m'en occupe, dit Béatrice. Et 3 jours plus tard, Béatrice, tiens, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de mes gamins demain? Oui, bien sûr Béatrice, dit John. Et en gros, ils s'organisent localement pour s'occuper des enfants et ne pas avoir à les emmener à la crèche. Donc voilà, c'est une petite initiative sympa, mais qui permet de recréer du lien. Encore une fois, c'est pas tant c'est ce que ça rend possible, ce lien créé, qui me paraît vraiment intéressant. Si vous aussi, vous avez des initiatives coup de cœur. Bon, j'en redonne une alors. Là, en ce moment, il y a une campagne de financement participatif autour d'un projet d'usine à pâtes. Ça se passe du côté de Rouen, c'est le nom de l'usine. C'est un truc de 35 mètres carrés où des gens vont fabriquer des pâtes sèches. Ce qui est intéressant, à la limite, on s'en fout des gens qui font des pâtes, il y en a plein, c'est génial, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la manière dont ils le font. En gros, ils le font avec des terres cultivées par leurs amis, et notamment des terres qui se trouvent, pour certaines d'entre elles, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc ils récoltent la matière première sur ces terres, donc ils vont participer aux récoltes, ils font la transformation,
Et donc une partie de ces pattes, des pattes qui vont sortir des machines, vont être redistribuées aux personnes qui ont fourni la matière première. Une autre partie va servir à alimenter des luttes, celle de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi d'autres collectifs à droite et à gauche. Et ils en vendront une petite partie dans leur cantine, une cantine qu'ils ont du côté de Rouen, et également dans les paniers de légumes des gens à côté. Ce qui est vraiment intéressant dans cette initiative, c'est son côté principalement non marchand. C'est-à-dire le but principal n'est pas de générer de l'argent pour pouvoir... ils partent d'une matière première produite par des amis, et puis matière première, moi je te refile les pâtes, ça me paraît assez logique. Et avec les quelques sous qu'ils vont générer, ça leur permet d'offrir ces pâtes à d'autres personnes. Donc cette volonté de sortir un petit peu de l'économie, de la nécessaire marchandisation, la nécessaire relation marchande entre les hommes. Et surtout pour des pâtes qui sont quand même une des bases de l'alimentation. Donc j'aime beaucoup ce projet, du côté de Rouen. Porté par des... comment on peut les appeler, des gens proches du comité invisible, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Donc j'aime beaucoup voir ces intellectuels radicaux mettre la main à la pâte, si je puis dire. Pardon ? C'est un collectif d'auteurs anonymes, en gros, qui ont sorti le bouquin L'insurrection qui vient en 2007, je crois, 2007 ou 2008, qui a été rendu célèbre après l'affaire dite de Tarnac, en gros un caténaire de la SNCF qui avait été saboté. Et donc ces personnes, il y a eu une descente au village de Tarnac, en Corrèze, entre la Corrèze et la Creuse, je ne sais plus exactement. Et 9 personnes qui ont passé plusieurs mois en prison, dont Julien Coupa, l'affaire est ressortie il n'y a pas longtemps. Et une des charges retenues contre eux dans le dossier d'instruction, à l'époque, c'était ce bouquin, L'insurrection qui vient, qu'ils ont retrouvé chez eux. Et donc, vu qu'il parlait d'appel au sabotage et à l'insurrection dans ce livre, ils considéraient que c'était une preuve suffisante pour les... alors qu'il y avait des aberrations totales, des discours entre les témoignages de la police et des gendarmes qui collaient absolument pas. Et l'affaire avait été classée, je crois que c'était un non-lieu, je ne suis plus sûr exactement, mais en tout cas, les poursuites avaient été abandonnées. Et là, l'affaire a été relancée il y a une semaine ou quelque chose comme ça. 15 jours. Je ne sais plus quel est le nouvel élément qui leur a permis de relancer l'affaire. C'est la loi sur l'enseignement qui a relancé. Non, mais c'est en référence à ça. Donc il y a ce bouquin, L'insurrection qui vient, et puis il y a aussi leur dernier bouquin qui s'appelle À nos amis, que j'ai trouvé... moi qui m'a beaucoup plus plu, parce que dans le premier il y avait vraiment ce côté, on va dire, cette apologie de l'insurrection ou de la casse ou du sabotage qui me dérange un petit peu. Je veux dire pas totalement, parce que je comprends, on va dire, les idées qui sont derrière, mais dans nos amis c'est plus modéré, on va dire. En gros, ils sont plus dans la violence pour la violence, vraiment ils considèrent que la violence se justifie dans certaines situations, et que en gros ils les mettent dos à dos, non-violents radicaux et violents radicaux. Et des personnes qui sont non-violences quoi qu'il arrive, ou violences quoi qu'il arrive. Et j'aime beaucoup cette synthèse qui ont été faites. Et puis la façon dont c'est écrit, c'est magistral, c'est de la poésie. Hein, ça ne veut pas comme ça, mais c'est à mi-chemin entre essai politique et bouquin de poésie. Ça prend au trip. Enfin, ça m'a pris au trip en tout cas, je ne sais pas si ça l'a fait à d'autres, mais... Vite, c'est maintenant, parce qu'on va arrêter. Donc si vous avez quelque chose à dire, vite. Ou taisez-vous à jamais. Merci. Merci à vous d'être venus discuter alternative et résistance. Puis j'espère que ça
comment dire, parce que j'imagine que l'envie est déjà là, mais que ça alimentera votre envie de créer des initiatives par ici, et que je reviendrai dans 2 ans à l'île d'Amo et que ce sera la capitale de l'alternative dans la région.